Bienvenue dans ce podcast consacré aux cultures francophones avec Christophe Prémat qui parle de la généalogie de la francophonie et justement comment voir la francophonie, quelle en est la dimension. Voilà, il ne faut pas forcément voir la francophonie avec un grand F, parce que quand on parle de la francophonie institutionnelle, il faut utiliser le F majuscule, comme d'un projet qui est totalement en dehors de la France. En fait, c'est un projet aussi très très gaullien, cette idée d'associer des communautés francophones au destin de la France. Et d'ailleurs, preuve en est que l'une des dernières réformes constitutionnelles a consacré en fait le rôle de la francophonie. C'est dans la Constitution française. Donc c'est bien cette idée d'association en fait n'était pas du tout en opposition aux idées de la France. Évidemment, la France avait un rôle discret à partir des décolonisations des années 50 et 60 et a commencé un petit peu à gérer en fait le devenir de cet empire. Juste pour terminer sur Senghor et cette période des années 60, d'abord Senghor c'est quelqu'un qui avait fait énormément d'articles sur l'Union française dans les années 50 et en 60 il y a quand même un article très important en 62 qui est paru dans la revue Esprit, novembre 62. Il est en plus président du Sénégal mais il est écrivain et donc il cultive cette idée d'un président poète ou d'un président écrivain, un peu dans la tradition française. Et l'article de la revue Esprit demande que représente pour un écrivain noir la langue française. Alors c'est intéressant parce que la question, elle serait pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait discriminatoire de poser la question en ces termes. Mais c'était la question posée par la revue Esprit. Et Senghor, en fait, a écrit un article qui s'appelle la langue française, langue de culture, où il va vraiment développer ce que j'appelle un discours idéologique sur la langue française qui va servir vraiment de creuset, de référence majeure pour la francophonie, pour toutes les personnes qui se réclament de la francophonie, qui disent oui mais la langue française c'est pas une langue comme les autres, elle porte en elle un projet d'émancipation de la Révolution française, etc. Et en fait Senghor s'inscrit dans une tradition qui est depuis la Révolution française, qui voit la langue française comme étant finalement une langue porteuse de valeurs. Donc il a une tendance presque à essentialiser la langue française et il développe une théorie selon laquelle en fait pour peut-être certainement justifier un peu le développement de la langue française et son contact avec d'autres langues, il parle du mariage presque heureux entre l'héritage gréco-latin et les langues vernaculaires africaines. En plus, il parle des langues négro-africaines. Là aussi, c'est le contexte de l'époque. Ça serait absolument impossible de parler de cette façon-là aujourd'hui. Mais ça, c'est pour resituer cette genèse-là. Il y aura en fait la période des années 60. La francophonie institutionnelle n'existe pas. C'est davantage des réseaux politiques, des réseaux de journalistes, des réseaux universitaires. Donc je passe, je vais pas ici parler de sigles ou d'institutions ou d'associations qui existent. Et puis il y a ce qu'on appelle des pères fondateurs. Le terme est intéressant d'ailleurs, du point de vue dans le discours, puisque les pères fondateurs, on considère qu'il y en a 4. Il y a donc Léopold Sédar Senghor, il y a Amani Diori, président du Niger, il y a Habib Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne, et puis il y a le prince Norodom Sihanouk, pour le Cambodge. Voilà, donc on a cette matrice. En fait, il faudrait en rajouter un qui n'est pas un chef d'État, mais qui est Jean-Marc Léger, puisque Jean-Marc Léger, c'est un journaliste québécois souverainiste et qui, lui, a énormément aussi contribué à l'émergence de cette institution qu'est la francophonie officielle. Donc c'est ce qui se passe dans les années 60. Et ensuite, l'acte fondateur, alors il va y avoir bien sûr des conférences. En 69, il y aura des premières rencontres à Niamey, au Niger. Et donc en 70, le 20 mars 70, il va y avoir, à partir d'une vingtaine de gouvernements représentés, il va y avoir l'acte de fondation d'une agence, et qui s'appelle, et c'est assez intéressant, Agence ACCT, Agence de culture et de coopération technique. Et le premier secrétaire général sera justement le journaliste québécois Jean-Marc Léger. Et en quoi c'est intéressant, c'est que d'abord le 20 mars, c'est pour ça qu'on célèbre le 20 mars chaque année comme journée internationale de la francophonie, c'est par rapport à ce traité de Niamey. Et l'idée, c'est d'avoir une association qui promeut
en fait essentiellement la culture et la langue française. Et donc c'est vrai que le terme ACCT, ça fait très très bureaucratique, hein. On est vraiment dans une agence, on se dit bon voilà, c'est une coopération. Et en fait, c'est volontaire, c'est parce qu'on est dans un contexte quand même on a les indépendances africaines, il y a beaucoup de choses qui se passent. On veut pas, et puis politiquement c'est très sensible, on veut pas construire en fait d'organisation à vocation diplomatique, une organisation trop ambitieuse. On se limite sur donc la langue française et la culture. En fait, il y a un autre problème qui est le problème québécois, c'est-à-dire que le gouvernement provincial du Québec est représenté, crée quand même des tensions avec le Canada et le Canada fédéral. Donc là aussi, ça explique pourquoi en fait on passe par cette organisation qui est une organisation internationale. Hein. Alors Christophe, en quoi la francophonie devient-elle une organisation politique ? Est-ce que tu peux développer cet aspect-là ? Oui, tout à fait. Alors en fait, donc les années 70, comme je disais, on a d'abord une agence qui s'appelle l'ACCT. Et cette agence, le mot technique est assez intéressant dans l'intitulé. Ça veut dire qu'elle s'occupe de promouvoir un peu, de donner du soutien à des actions, on va dire, multilatérales. Évidemment, la francophonie institutionnelle, c'est-à-dire ne se limite pas simplement à cette diplomatie multilatérale. Il y a aussi toutes les relations, il y a toute la diplomatie culturelle française. Et puis il y a les diplomaties bilatérales aussi des États francophones. Mais en fait, ce qui se passe dans les années 80, effectivement, il va y avoir un tournant majeur, et la francophonie va avoir une dimension. Alors quand on dit dimension politique au sens des relations internationales, c'est davantage une dimension diplomatique en fait. C'est pas politique au sens de partisans, etc. C'est plutôt au sens de relations entre les États, de multilatéralisme. Et en fait, c'est possible grâce à un changement de pouvoir au Canada et en France, avec l'arrivée de François Mitterrand et l'arrivée au Canada de Brian Mulroney, qui lui veut essayer de résoudre un peu les tensions au Canada entre les francophones, les Canadiens francophones et les Québécois, mais pas que les Québécois, enfin les Canadiens francophones et les Canadiens anglophones. Et en France, en fait, Mitterrand a envie aussi de relancer un peu cette organisation de la francophonie. Et donc, ils vont se mettre d'accord sur l'organisation de sommets. Donc, le premier sommet, c'est 86, sommet de Versailles. Alors, peut-être que le symbole est un peu intéressant d'ailleurs, de recentraliser un petit peu aussi et de remettre la France un petit peu au cœur de la francophonie. Mais l'idée, c'est d'avoir un sommet et permettre aux chefs d'État et aux chefs de gouvernement, des États membres, de se rencontrer régulièrement et d'avoir la main un peu sur le développement des institutions francophones. Et ça, c'est vraiment capital parce que on va passer petit à petit de ce que d'ailleurs Fan et Guillou appellent dans leur ouvrage la francophonie, donc la logique de l'agence, vers la logique du sommet. C'est-à-dire que c'est le sommet qui va amener aussi des orientations au secrétaire général au secrétaire général de l'agence culturelle, de l'ACCT. Mais le sommet va avoir une logique particulière avec des priorités. Alors c'est un agenda assez général et ces sommets sont organisés tous les 2 ans. Et c'est intéressant parce que là on rentre dans un autre fonctionnement. On va avoir en fait très vite, les sommets vont enrichir un peu la panoplie de ces institutions. Il va y avoir en 91, après le sommet de Chaillot notamment, la création d'un conseil permanent de la francophonie. Et donc, petit à petit, on va dérouler cette logique politique avec, dans d'autres sommets des années 90, on va avoir une charte, la charte d'Hanoï, qui va être, où on va se donner des valeurs fondamentales. Et puis, on va créer le poste de secrétaire général politique. Et le premier, c'est Boutros Boutros-Ghali, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Égypte et surtout l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Et là, ça dit tout. Ça veut dire qu'on est dans de l'intergouvernemental, on est dans le top, on est plutôt vraiment dans une forme d'ultra-élitisme, c'est-à-dire qu'on prend vraiment des gens de premier plan. Donc, le fait d'avoir un ancien secrétaire général des Nations Unies montre aussi symboliquement qu'on veut en fait
avoir une espèce de Nations Unies francophone. C'est-à-dire qu'on voit la francophonie de cette manière-là. Et donc ça va vraiment changer. Alors, il y a peut-être aussi un petit doublon au niveau institutionnel, parce qu'on a l'agence de culture et de coopération, l'agence culturelle de coopération technique, la CCT, qui a toujours son secrétaire général. Et puis il y a une autre agence intergouvernementale de la francophonie, AIF, qui a aussi son secrétaire général, qui est le secrétaire général politique. Donc on a une double branche. Ça montre qu'on est encore en train, dans les parages, hein, de restructuration politique de cette francophonie. Et finalement, l'organisation que nous connaissons aujourd'hui, hein, qui s'appelle l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, elle fusionne les deux branches en 2005. Et ça, c'est grâce vraiment au deuxième secrétaire général de la francophonie, qui est Abdou Diouf, hein, qui sera secrétaire général entre 2003 et 2014. Et Abdou Diouf, c'est le disciple de Sankor, c'est lui qui a aussi dirigé le Sénégal de 80 jusqu'à 2000, et c'est lui qui va vraiment s'investir. C'est quelqu'un qui va être un grand diplomate pour les conflits en Afrique aussi, hein, qui va transformer un peu le visage de la francophonie. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand on regarde sur le plan des discours, on n'est plus du tout dans cette logique de l'agence qui s'occupe des projets culturels et linguistiques, ou de coopération parfois scientifique ou artistique. On est davantage dans une logique du sommet, où finalement la francophonie se donne des objectifs très très généraux. Ça devient la paix, la sécurité, le développement durable, par la suite le numérique. Donc toutes les priorités, les grandes priorités, l'agenda international est récupéré, mais avec des objectifs très très généraux. Donc voilà ce que devient la francophonie. Merci d'avoir écouté ce podcast qui était un entretien avec Christophe.